صباح الخير عليكم. انا غادي نتكلم على الحاج ملياني وعلاقته بالمسرح. نتكلم على حاج ملياني ويعني نتكلم على الكتاب تاعو الاخير. الكتاب تاعو سي هذا هو الكتاب صدر بعد الوفاه تاعو ربي يرحمه. Le titre du livre, Faire du théâtre en temps de guerre, Algérie, 1950-1962. غادي نتكلم سمحوا لي بالفرنسيه مره على مره، ربما نترجم قدر المستطاع. نتكلم على حاج ملياني حول يعني علاقته بالمسرح، وحاج ملياني وعلاقته بالمسرح داخل البحر الابيض المتوسط. على هذا الشيء عطيت هذا العنوان لا ميديتيراني une scène en partage. Lecteur assidu du patrimoine, mais surtout chercheur exigeant dans l'interrogation du vécu et des archives écrites, Haj Meliani s'intéressera dans son dernier ouvrage, à la pratique théâtrale en Algérie dans les années 50. Il يتكلم على la pratique théâtrale des années 50, mais ceci dit, il retourne un peu en arrière dans les années 30, 40 et même 20. Il parle des expériences qui ont eu lieu, mais également des hommes et des femmes qui sont derrière ces expériences. Des hommes et des femmes, algériens et algériennes, mais aussi français et françaises. Essentiellement, il y a aussi des hommes et des femmes du Meshraq. Je vais donner des noms. Faisons ici la référence aux expériences passées, notamment celle de Mhidine Bachtarzi, Alalou, Rachid Qsantini, Hadou Kamel Tlata, Rachid Qsantini, Alalou et Bachtarzi ont fait du théâtre dans les années 30, 40 et 50. Alalou a commencé le théâtre dans les années 20 et la première pièce de théâtre que tout le monde connaît, c'est Shah, 1926. Donc, et celle des troupes aussi bien liées indirectement au PPA, le Parti du peuple algérien, et aux troupes affiliées aux écoles et mouvements réformistes de Jamaït Ulama al-Muslimin, après la Deuxième Guerre mondiale. Haj Meliani s'intéresse à cette période-là, mais il va un peu plus au-delà de l'écorce. Dans ses expérimentations inscrites dans le processus de construction d'une nouvelle sensibilité culturelle, Haj n'oublie pas de revenir aux animateurs de théâtre d'origine française qui ont eu une influence certaine, pour revenir un peu à la mixité, sur les carrières des grands noms du théâtre algérien, les grands noms qui sont Ould Abdelrahman Kaki, Abdelkader Aloula, Sid Ahmed Dagouni, Mustafa Gribi et d'autres leaders de la société algérienne des années qui ont suivi l'indépendance. Ces artistes-là, les artistes que je viens de citer, ont été pour beaucoup très influencés par des hommes de théâtre français. Et Haj Meliani a eu le courage de le dire. Le levain, je cite Haj Meliani, dit Haj Meliani, ce sont les Ould Abdelrahman Kaki et sa troupe. Le Masrah, adossé à l'association Saïdia, Hashmi Nourdin, Mohamed Hilmi, Abdelkader Aloula, Abdelkader Metref, qui adapte l'Avar de Molière en Kabyle, Mzian Ahmed, c'est Sid Ahmed Dagoumi, Haj Ismaïl, Ahmed Khashi, de la troupe Shabab, ou Aloula, aiguisera ses premières répliques avec la pièce de Ahmed Bentouati. Nous sommes en 1956. مغرور بالمال خلادي محمد كاتب مالك الدين لي فرير صايم الحاجي صايم الخضر طاهر فضالة le théâtre radiophonique en arabe classique, Mustafa Gribi qui a été aussi réalisateur, Mohamed Boudia, Wounish Sissani Boudeli Safir. Volontaires éclairés dans le défrichage ou le débroussaillage des territoires théâtraux peu explorés, Haj Meliani s'intéresse dans son livre, il le dit,
longuement sur le profil artistique et esthétique de ces personnalités sensibles au combat légitime des Algériens. Les Français, généralement, ils étaient de gauche, généralement, ils étaient acquis à l'idée de l'indépendance de l'Algérie. Les personnalités de ce théâtre passerelle, qui sont Henri Cordreau, qui est resté après l'indépendance et qui a aussi participé à l'école, à l'ouverture de l'école de Borj-el-Kifen, l'école qui a formé des comédiens. Mademoiselle Geneviève Baylac, qui dirigeait le CRAN, le Centre régional d'art dramatique d'Alger, et surtout Raymond Hermontier, issu du TNP, avec son groupe d'action culturelle, le GAC très présent entre 59 et 62. Hermontier a été essentiel dans la formation d'Abdelkader Aloula. Pour être précis, Haj Meliani cite avec moult détails leur origine de ces personnalités, leur source de connaissances, leur penchant politique éminemment humaniste et surtout leur désir de faire œuvre commune dans l'édification d'un théâtre transfrontalier, un théâtre à dimension universaliste, un théâtre non ségrégationniste. Voulant donner un aperçu plus large, mais surtout plus précis, je parle de Haj Meliani, sur la présence active des troupes théâtrales mixtes qui parcourent en profondeur la société algérienne citadine, parce que le masrah بصفة عامة كان في المدن الكبرى، ما كانش لا في الشرق لا في القرى. Haj cite les stages de formation auxquels prennent part leurs éléments en France, notamment à Montry, et les festivals auxquels elles participent, comme le festival de Merced Kébir, Marsa, dans les années 59 et 60, où Kaki présentera la valise de Plot, l'espagnol courageux de Cervantes, adapté par Emmanuel Robles. Emmanuel Robles est un écrivain algérien. Il est né à Oran en 1914 et qui a été pour beaucoup dans l'édition du livre Nejma Ketb Yazid, parce qu'il était membre influent dans l'édition, dans la maison d'édition Le Seuil. Émonté par la troupe Les Tréteaux, domicilié au petit théâtre de la rue Chanzy. La rue Chanzy, c'est le plateau, Oran, avec l'aide de sa troupe mostagalémoise affiliée à Saïdia. La pièce est jouée par les élèves du stage d'art dramatique des mouvements de jeunesse et d'art populaire organisé à Boucheville, où Kaki était déjà éducateur. Kaki, un éducateur militant. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que ces éducateurs étaient militants, étaient moujahidines, ils faisaient du théâtre parce qu'ils étaient autorisés par le FLN, ils faisaient du théâtre et la recette était partagée en deux. Une partie allait aux éléments qui faisaient du théâtre, les comédiens, et l'autre partie partait au FLN. Un éducateur militant, je parle de Kaki, qui n'hésitait pas à expérimenter de nouvelles formes théâtrales expérimentales, le cauchemar, le filet, le voyage, le menfi, la cage, à côté de montage de pièces à contenu classique en phase avec la société algérienne et ses attentes. Étayant sa démarche, je retourne à Meliani, avec des exemples concrets, il donne par la suite des éclairages précieux sur les itinéraires des comédiens locaux qui revendiquent un théâtre où art et militantisme se fondent et se confondent. Un art qui n'est pas une production culturelle de l'élite, pour l'élite, mais un théâtre à veine populaire destiné au plus grand nombre, un théâtre qui, même marqué des schémas culturels de l'Europe et de l'Israël, trace sa voix, sème ses graines. Dans cette optique, Haj Meliani, un chercheur pointueux, cite Mustafa Keteb et sa troupe al-Masrah al-Jazairi, Haj Omar, qui a été assistant de Jean Villard, Haj Hammou, fils de l'écrivain Abdelkader Haj Hammou, l'écrivain Abdelkader Haj Hammou qui a écrit Zohra, la femme du mineur, en langue française en 1926. Il est de Meliana. Reda Felati, qui a créé dès 1948 sa propre troupe, Masrah al-Ghad, le théâtre de demain.
حسن الفكون عنابة، خزنة دار رضا حرو قسطنطين et Chebah el-Mekki du côté de Biskra. Des artistes patriotes, كلهم fortement impliqués dans l'action révolutionnaire. Des artistes qui ont inscrit dès le départ, avec l'apport des artistes arabes et européens, leur démarche esthétique dans un combat plus global qui est celui de la reconnaissance de l'entité nationale. Une entité nationale exprimée notamment par le biais de deux langues parlées, l'arabe usuel, l'arabe derja, et le berbère, principalement à la radio dans les pièces radiophoniques. Ce processus de réhabilitation de soi par la langue et les sujets sociétaux abordés, malgré la censure, toutes les troupes étaient des troupes mixtes, ou les troupes arabes ou musulmanes étaient surveillées de près. Les renseignements généraux de l'époque, ils jouent l'Ouest, ou ils jouent tel, et ils pouvaient interdire à tout moment la pièce, ils pouvaient interdire aussi les espaces aux troupes hindoues qui, de manière générale, étaient proches du mouvement national, étaient proches, bien sûr, de la lutte de libération nationale. Ce processus de réhabilitation de soi par la langue et les sujets sociétaux abordés, malgré la censure, est considéré par Haj Miliani comme un indicateur déterminant dans les choix esthétiques futurs du théâtre autochtone, d'après-guerre, d'après 62. Dans sa recherche scientifique, Miliani ne le doit aussi bien sur les formes théâtrales flottantes, يتكلم على المسرحيات اللي ماشي مكتملين ويتكلم على المسرحيات اللي فعلا أعمال جادة، أعمال متكاملة. Que sur les produits artistiques élaborés, le professeur y apporte des informations utiles, des informations inédites en Ramangelo et des informations démythifiées ou démystifiées. Parmi les troupes non mixtes, يتكلم même les troupes اللي ما فيهمش القوى والجزائريين، c'est-à-dire les troupes qui كانوا يسموهم arabes ou encore musulmanes qui activent en ces années-là. Haj Miliani cite les troupes à veine comique qui très souvent utilisent la farce, le sketch, le comique, pour réveiller les consciences en ces temps incertains. Il reste entendu que toutes ces troupes artistiques gravitent généralement autour d'un homme orchestre, يعني شخصية محورية, comme ce fut le cas avant 54 avec le théâtre Rachid Qsotini, Bashtarzi et un peu plus tard Hassan Hassani, Boubacar. Des hommes orchestres qui pour certains sont aussi responsables dans les instances dirigeantes du mouvement national, à l'exemple de Mohamed Farah, qui dès la fin des années 40, MTLD, dès la fin des années 40 a pris fait et cause pour le théâtre des opprimés. Le théâtre des opprimés illustré par une adaptation de la pièce phare d'Emmanuel Robles, Montserrat qui a été écrite en 47, qui a été éditée en 48, qui a été adaptée par Mohamed Farah en 49, et qui a fait une tournée au Maroc pour parler de la cause algérienne. Une pièce écrite par Emmanuel Robles. Une adaptation, une tournée au Maroc pour parler de la cause algérienne avec le déclenchement de la révolution de novembre 54. Forçat du détail, je retourne à Miliani, Haj Miliani revisite avec une précision de chirurgien les itinéraires de ces hommes orchestres qui ont su tirer profit de ce qui se fait de plus actuel en matière de théâtre. Il insiste aussi sur la formation de ce théâtre autochtone qui s'adosse ici et là sur l'expertise de formateurs venus de France. Parle avec documents de ce théâtre par rapport au théâtre sketch, très souvent conçu à partir d'un cadre. Il affirme aussi le lien qui existe entre ce théâtre à deux mamelles, avec toutes les formes théâtrales d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans son étude, marquée du sceau de l'originalité, de l'objectivité et de la vérité des faits culturels et historiques produits en ces années charnières, Haj Miliani revient longuement à ces troupes théâtrales musulmanes qui essaiment dans tout le territoire national avec des thématiques très proches des préoccupations du corps social, d'où elles sont issues.
des troupes pour partie animées par le désir de se forger un langage théâtral insoumis, mutamarrid, dans ses fonds et sa forme au discours esthétique véhiculé par les compagnies théâtrales franco-françaises, notamment celles venant de France. هذا كانت فرق تجي خاصة من فرنسا ودير جولات طبعا كانت متوجهة ماشي للمتفرج الجزائري المتفرج المحلي، وإنما متوجهة للمتفرج الفرنسي، وخاصة في المسارح المعروفة قسنطينة، عنابة، وهران، بن عباس إلى آخره. يعني كانت الفرق المسرحية المحلية تحاول تعطي خطابات فنية جديدة غير الخطابات التي كانت تأتي من الجهة الأخرى من البحر. Un théâtre qui juxtapose, entre guillemets, à dessein, une nouvelle façon de voir les événements. Un théâtre moins embrigadé par les discours esthétiques occidentaux. Haj Miliani nous dit que ce théâtre autochtone, qui se fait jour, ne fait jamais bon ménage avec une administration, qui suit tout, qui contrôle tout, qui intimide tout, par le refus d'accorder des autorisations de jouer, des espaces où jouer. Le rire, inauguré déjà dans les années 20 par Hellel et continué par Rachid Qsantini et Boubagraf dans les années 30 et 40, et encore là, مازال موجود يعني مسرح الضحك المسرح الكوميدي. Mais il n'est pas toujours unique référence dramaturgique lorsqu'il s'agit de dénoncer un abus, d'insister sur la déstructuration du tissu social induite par l'occupant, de critiquer même de manière détournée la sphère culturelle dominante représentée par les salles opéra, les salles de théâtre, construites à l'origine par la minorité, pour la minorité. يعني تبنت للأقلية والأقلية هي اللي بنتها لنفسها. L'archétype est lui aussi assez prégnant dans ce théâtre à l'esprit frondeur, mais on fait appel de plus en plus au style épique, le masrah al-Malhali, où le comédien pivot cède sa place au sujet pivot. Un sujet où le comédien algérien exprime publiquement son algérianité entière. Jeu des acteurs, costumes, jeu de mots, maxime du terroir, sentence locale et son vécu quotidien dans une langue qui s'adresse au maximum et non une langue élitaire. علاش نتكلم مليان نتكلم على هذا الشيء؟ لأن في بداية العشرينات والثلاثينات كاين فيه فرق حاولت وخاصة حميد خالد تتكلم بالعربية الفصحى. بس العربية الفصحى مادام يعني أغلبية الجزائريين ما كانوش قاريين وكامل ما كانوش يفهموها على هذا الشيء. هذه الفرق من بعد لجأت ولا التجأت إلى الدرجة باش العربية تفهم. Ce théâtre autochtone qui joue le rôle de locomotive à l'éveil dès le départ exprime bien le désir clair de s'ouvrir sur les autres, les humanistes, avec les autres, les artistes acquis aux droits de l'homme, afin de vivre pleinement son présent, afin de vivre et transmettre culturellement les bouleversements de ce présent avec ses déchirures, ses tares, ses avatars et ses espoirs. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc, notre communication est intitulée Haj Miliani et la chanson algérienne entre le rail et le rap. Haj Miliani, l'enseignant, le chercheur, le directeur de recherche, le responsable, l'intellectuel, l'auteur et l'ami, au parcours exemplaire, avait le don de savoir toucher à tout et de réfléchir sur plusieurs disciplines. Lui qui était professeur de littérature n'hésitait pas à s'interroger sur la musique, la chanson, le théâtre, le cinéma, les langues, etc. Car il était conscient de la richesse que possède l'Algérie qui voulait multiple et diverse à jamais. Cette interdisciplinarité et cette fulgurance du regard croisé
qui le caractérisait se reflète dans ses travaux de recherche et réflexion, car il était l'enseignant-chercheur qui maîtrisait l'art de transmettre le goût exquis du savoir et de la recherche. Un homme qui dévorait la culture et possédait la flamboyance d'un savoir sans limite, car, sans exagérer, il avait une réponse à tout et dans plusieurs domaines. Il était et il restera un rayon de soleil qui sublimait et sublimera le paysage culturel national et international à travers ses multiples publications scientifiques intéressantes et intelligentes. Cette communication s'intéresse à ses travaux et réflexions sur la chanson algérienne à travers deux genres musicaux qui caractérisent le patrimoine artistique national et international, à savoir le raï et le rap. Il s'agit de s'intéresser à l'histoire, aux thèmes et aux caractéristiques de ces derniers à travers plusieurs articles rassemblés par le professeur Hajmiliani dans un ouvrage intitulé Sociétaire de l'émotion, études sur les musiques et les chants d'Algérie d'hier et d'aujourd'hui, publié en 2005 par les éditions Dar-el-Gharb. Les principaux axes auxquels s'est intéressé Hajmiliani dans cet ouvrage sont les modalités de changement et de variation des musiques et des pratiques chantées en Algérie sur un siècle, les fondements sociaux et symboliques des musiques urbaines émergentes au cours des 20 dernières années, l'adaptation et la reformulation de formes d'expression de l'interaction sociale au travers des pratiques musicales, la variété et la complexité des usages linguistiques investis dans les productions chantées. Dans cet ouvrage, Hajmiliani souligne que ce sont les pratiques culturelles comme la chanson kabyle avec Ait Mengellet et Matoblounes, le rail avec ses stars nationales et internationales qui ont contribué à l'affirmation d'une identité générationnelle car ils lui ont servi de catalyseur. Il s'agit pour Miliani de s'interroger sur la manière dont s'élabore la culture plurielle des jeunes en Algérie. Selon lui, le rail est devenu la musique symbole d'une Algérie moderne, plurielle, jeune et conviviale, après avoir été pendant de longues années un genre musical impubère, dédain et non conformiste. Il était devenu l'emblème du world music de la fin des années 80 et avait accompagné les années joie dans les et les afflictions, marquant les mutations qu'a connues l'Algérie durant les 2 dernières décennies. Rappelons que cet ouvrage a été publié en 2005. Quand il parle de festivals, bien des festivals du rail, Miliani affirme que le rail est probablement le premier genre musical algérien d'extraction locale d'envergure nationale qui se soit imposé après la révolution du Chabi dans les années 30. Il a traduit l'émergence de musique urbaine dans la société algérienne en créant ses propres réseaux économiques et symboliques de production, de diffusion et de consécration. Par sa diversité musicale, il a permis de relier un présent, un patrimoine, un terroir, une épaisseur sociale et historique indéniable. Au début du 3e millénaire, le rail a continué longuement sa marche dans ses versions locales et déclinaisons internationales. Khaled a conclu le siècle en trio avec Faudel et Rachid Taha dans un concert mémorable à Bercy en interprétant Abdelkader Yaboualem. Le rail s'est confondu graduellement au paysage musical français avec sa version communautaire, active et festive et nostalgique. Il a acquis progressivement ses lettres de noblesse en Europe qui a offert aux chefs du pays un espace de prestation pour exercer régulièrement leurs talents. Et malgré son développement et sa vitalité, le rail n'a pas cessé d'être critiqué et jugé négativement. Contenu vulgaire des paroles, faiblesse esthétique et musicale, vénalité du genre et une musique devenue une simple affaire de gros sous. Les chanteurs chenus du Rami parlent de chansonnettes de mauvais goût et les trublions du rap, nouvellement éclos sur la scène musicale algérienne, dénoncent le mercantilisme qui le porte. Après le festival du rail d'août 1945, Oran a connu une série de manifestations les années suivantes sous diverses appellations, Sahel Barout, Moussel, etc. En 1991, des musiciens
cinéastes, journalistes et artistes ont décidé de renouveler l'expérience d'une rencontre dédiée au rail particulièrement et à la musique oranaise généralement. Après avoir constaté la raréfaction des animations musicales et les blocages de la PC-FIS des manifestations artistiques. Ainsi, s'est tenu le premier festival du rail, dénommé pour la circonstance Festival de la chanson oranaise au Palais des Sports, d'Oran, malgré les menaces et les intimidations des initiateurs. C'est au lendemain de cette première édition que sera constituée l'Association pour la promotion et l'insertion de la chanson oranaise APICO, intitulée Amphigorique et euphémistique, pour désigner le rail à un moment où les responsables du FIS refusaient toute évocation du mot rail. Plusieurs festivals du rail ont eu lieu en Algérie et ailleurs, malgré les contraintes et les tracas. À partir de la 8e édition, l'amélioration du niveau des prestations, l'émergence sur le marché de la chanson rail de nombreux talents prometteurs, va doter la manifestation et va lui valoir un surcroît de crédit auprès des artistes et des institutions culturelles. Jusque-là, le rail n'est pas encore institutionnalisé. La 10e anniversaire du festival est marqué bien par une couverture médiatique étrangère, Arte, télévision hollandaise et libanaise, et par le parrainage de Cheb Mani. Le fait qui a mobilisé les organisateurs à présenter un projet intitulé Découverte rail du 3e millénaire 2001. Mais l'ambition de ce projet n'aura pas d'écho, car la 11e édition ne s'est tenue que par l'appui de l'APD et le comité des fêtes. Cependant, elle a marqué la concrétisation d'un premier échange entre le mouvement associatif et les artistes de Marseille, et a contribué à attirer un public important à ce genre musical. Malgré cela, elle a été entachée par les manquements aux engagements financiers tenus des promoteurs institutionnels. Le Festival du Rail marque sa dimension nationale à partir de 2002, en programmant des jeunes chanteurs de rail venant d'Algérie et de France, et en imposant de nouvelles voix du rail comme Hassan, Aqil, Mohamed Al-Alia, Razi, Oumen et d'autres. Notons aussi que le ministère de la Culture s'est impliqué cette année-là en réhabilitant cette manifestation à travers les médias étatiques. En 2003, le festival s'ouvre vers des activités d'animation plus diversifiées, salon des arts plastiques, expositions, tournois de football à la mémoire de Cheikh Hasni, Sardina de Fort de Santa Cruz, etc., qui ont contribué à l'imposer comme un rendez-vous culturel estival majeur au niveau national. C'est la 14e édition du festival qui s'est déroulée à Rouen en 2004 qui a donné la mesure de l'événement en diversifiant et en étoffant sa programmation et en faisant la part belle à l'éclectisme sonore des jeunes et des générations pour associer au rail et à ses chanteurs les autres styles musicaux, car cette manifestation avoue la participation de l'antique groupe Ahl Diwan, Abdelkader Charou pour le Shabi, Boualab Shaker pour le Kabir, Khalas pour le Staifi électrique et Hamid Belbesh pour le Shabi. Dans cette édition se sont croisés plusieurs raïstes, anciens et nouveaux, quelques rescapés de l'ère héroïque des débuts, Boutelja, Bellemont, Raina Rai, Ouda Ben Saïd, Abdelkader Al-Khaldi. Une poignée d'outsiders des années 80, L'Hindi, Jalti, Anwar, Sheikh Na'am et Marseille. Les piliers du rail sentimentalo-danse des lendemains de la décennie noire, comme Mazouzi, Nani, Ouari Dauphin, Bella, Djelloul, Abbas et les solides dames du rail, Sheikh Alijma, Khaira et Warda. Sans oublier de citer Reda Taliani, Chabradouan, Hakim Salhi, Yazid et Mazouzi, qui a clôturé le festival en chantant Il est comme le soleil d'Enrico Macias. Cette édition s'est dotée d'éclairage et de sonorités professionnelles grâce aux sponsors des grandes entreprises de l'énergie, comme Sonatrach, Sonergaz, Naftal, Exia, et au secteur privé, et on cite bien Hajmiani cite les tristes Souman. Pour décrire cette édition très réussie, Hajmiani affirme: durant cette escale oranaise, le rail a la mauvaise réputation
a invité à son bonté musicale, style et générations diverses d'Algérie, dans une concorde musicale dont le credo s'est décliné en danse débridée et refrain désespéré, à la grande satisfaction de Nasro, président de l'APICO. Quand il parle du rail, de ses sources et de ses genres, Mliani considère qu'il existe globalement 3 sources de production de genre dans le rail. Le premier est celui du milieu semi-professionnel, édition musicale et cabaret. Il se manifeste par une inspiration puisée directement dans le milieu, clivage entre artistes, romances et destinées agitées des femmes et des hommes qui y vivent. Le second est celui qui est destiné à la consommation saisonnière des festivités familiales, les mariages en particulier. L'accent est mis sur les airs à danser. Le troisième est davantage développé dans le cadre d'une professionnalisation avérée, celle du marché de la world music. Quand il parle du rail, de ses thèmes et de ses types, il dit « Depuis son apparition, le rail mêle toujours différents genres, variants et succès féminins et masculins. » En 1995, Shabandi déjoue tous les pronostics en imposant 2 titres qui soulèveront l'Algérie et une grande partie du Maghreb et la communauté rail. D'abord, avec Alajalat Ndaka Passeport, qui lui vaudra la censure du ministre de la Culture et le Diha Gaëlia. À la fin du printemps de 1997, c'est Cheb Abdou qui fait sauter le Lima avec un vieux standard des Meddahat, à savoir Madri Madri. Dès 1998, il y a eu un engouement pour Cheb Bilal et son rail Chabi, un type de chanson qui cherche à singer, à défier, à provoquer, mais qui n'a ni les codes ni les règles qui légitimeraient ses comportements. Chanson à texte se formulant avec un langage où la métaphore est volontairement prosaïque, le lexique commun qui apporte une autre couleur au texte rail antérieur. On assiste ainsi à une sorte de resserrement de style et des formes dans la chanson rail. C'est une manière de retourner à ses origines textuelles, chanson à texte issue de la qasida du Mehhoun. À ces mélodies inspirées de genres multiples, tirées de Kholio, de Barzotti, de Klederman, de chansons orientales, de reggae et de disco. En 1999, Cheb Jelloun inaugure ce qui sera décliné comme rail ambiance, en adoptant une partie de Tonton du Bled du groupe 113 et fera danser les. L'année suivante, Benchenet chante Laurent, des petits cafés populaires, des échoppes de barbiers et des hammams d'antan de Mdine Jdida, dans les pures traditions de Wahrani, représentant le maître Blali Houari. En 2002, Cheb Benchenet et Cheb Azdin abordent les thèmes forts du moment, amour incertain, l'émigration fantasmée et son revers déceptif à travers un rail robotique. En 2003, Cheb Malik dénonce le matérialisme de la bien-aimée qui aime l'euro et le taureau, figurant sur le billet de 1000 dinars algériens. Les dauphins se mettent en français en fredonnant « Je pense à toi ». Reda Taliani chante le tube de l'été, Joséphine. L'autre rive où la France se présente comme un motif récurrent de la chanson rail. C'est un horizon de référence sociétale et fonctionne comme un espace de liberté, de perspectives ouvertes, de points de fuite, et comme un symbole de l'exil, de solitude et d'errance. Un thème obligeant en voyant un public issu de l'immigration maghrébine en France, consommateur de ce type de chansons. Un thème qui se traduit dans ces chansons par l'évocation de la distance, de la séparation physique des amoureux que les frontières naturelles et administratives rendent irréversibles. Cette configuration thématique a été profusément illustrée par Cheb Hasni, qui lui a consacré une dizaine de chansons. Derrière l'histoire de l'obtention du visa, empêchant l'amoureux de rejoindre sa belle, toute la frustration de la jeunesse algérienne est traduite dans cette quête désespérée. Le jeu de contradiction consistant à opposer à la bien-aimée l'autre, l'étrangère, Gaëlia Oromia, est à souligner. En soulignant cette figure constitutive de l'ailleurs étranger et différent, la chanson rail exprime en contrepoint une des contradictions et des difficultés de vivre des relations à deux dans la société algérienne.
Dans sa version sentimentale, le rail met en scène une culture de conflit amoureux ou sociétal. Il se distingue de la chanson moderne algérienne par l'usage du performatif au lieu de l'euphémisme. L'alternance codique arabe-algérien-français correspond d'une part à l'évocation de l'immigration ou de la bien-aimée partie en France et renvoie d'autre part à l'univers social où le français est usité ou compris. Ainsi, il prend en compte la langue de l'échange social, privilégiant l'expression de l'émotion vive, d'où la fréquence de l'interjection, de l'insulte, de l'interpellation et de l'imprécation même. Passons au rap, ou bien à la chanson rap en Algérie. Donc, Haj Miliani dit la paternité du premier rap officiel en Algérie est attribuée au chanteur Hamidou, qui a chanté au début des années 90 Srouel el-Loubia, désignant le pantalon traditionnel algérois. Le groupe MBS, qui veut dire le micro brise le silence, Intik, Hamma, Boys apparaissent dès 1992 à Alger, à Oran. Se produit le groupe Deep Voice, matrice des futurs groupes de rap orali. Ainsi, le rap en Algérie a pris ses marques en multipliant ses sonorités plus ou moins différenciées et ses groupes. Il s'agit d'expérimenter et de revendiquer un rap aux couleurs algériennes. Nous voudrions que plus tard nos textes soient en arabe. On veut créer un rap algérois. Nous sommes contre les groupes qui excellent dans les reprises des chansons occidentales. Il est de notre devenir d'innover, et ce pour le bien de notre culture, affirme Démen d'Alger. Nous voulons réussir un style en arabe oralé où l'on parlerait des jeunes avec leurs qualités et leurs défauts, affirme Gams de Senia. Le nombre des groupes de ce genre musical s'accroît, malgré la violence qui ravage l'Algérie jusqu'à la fin de la décennie. À leur début, ces groupes continuent à fonctionner dans un climat socioculturel contraint et dans des cercles fermés. Les premières cassettes produites par MBS, puis Intik à partir de 1997, donnent une visibilité au premier groupe et provoquent à travers l'organisation de quelques concerts et mini-festivals, une certaine émulation qui se traduira par la création de plusieurs groupes dans toutes les villes algériennes. Les groupes K2C, Love, Life, Démen, K Libre, TOC, Double Canon, Sans Frontières et d'autres bien sûr. Après une phase de réactivité et de multiplication des groupes, a succédé une phase d'élaboration d'une identité musicale tournée vers la professionnalisation. Des groupes comme MBS et Intik ont produit leur album en France et se sont confrontés à la scène hip-hop française. Hip-hop française. Plusieurs groupes s'intègrent dans le paysage musical des jeunes Algériens à travers certaines émissions radiophoniques et des concerts. Le rap apparaît en Algérie comme l'une des premières formes de création et de consommation culturelle entièrement façonnée par les médias supranationaux, télévision, radio, musique enregistrée. L'évolution réussie, rapide et qualitative du rap hors de la capitale d'Alger, à Oran, Hanna Bastif, Constantine Tlemcen, a réintroduit des formulations de la globalisation médiatique par certains marqueurs, accent, couleur musicale, locale. Et elle s'est distinguée ainsi du modèle national dont le référent est Alger. Ce positionnement, nous le constatons à travers les pratiques et les comportements culturels autocentrés des groupes de rap et de techno qui évoluent dans des structures souples, plus ou moins autonomes de l'environnement extérieur. Peu de connexion durable existe entre les différents groupes. On peut dire que le caractère de la culture hip-hop en Algérie est quelque peu virtuel et utopiste, à l'exception de quelques rares occasions où se tiennent des concerts. Cette culture fonctionne en Algérie fréquemment comme un réseau à l'intérieur d'autres réseaux d'interrelations sociales et se manifeste en tant que réseau propre à quelques occasions, galas ou festivals. Elle est une culture totale par son dessin éthique et esthétique et une culture occasionnelle par ses manifestations dans l'espace public. Si on parle des thèmes et du style du rap algérien, donc Miliani dit, avec l'ouverture démocratique du début des années 90, le rap se focalise en Algérie sur les faits les plus emblématiques. Intik chante des paroles en l'air.
Il faut élucider maintenant tous ces mystères. Certains disent génocide, d'autres disent guerre. Haj Miliani parle d'une certaine thématique de chanson parce qu'elle désigne, par les mots de leur désignation, le vécu souvent frustrant qui se traduit dans ces chansons, dans le choix même de leur intitulé, où l'arabe algérien est le plus usité. Un BS chante Mchit al-Ab, qui veut dire va jouer ailleurs. BLD chante Fahmiya jeune, comprends-moi jeune. L'autre fille chante Kifendir, comment faire. Taus chante Kourek fort, soit fort. La quasi-totalité des groupes fait de la jeunesse, de sa misère et de sa révolte une thématique centrale de leur répertoire. Au plan langagier, divers modes de dire sont soulignés. On trouve l'alternance codique à travers un mélange de langues standards et dialectales, de l'arabe ou de l'arabe dialectal et du français. Des modes conversationnels focalisés sur des postures générationnelles et thématiques attendues. Le désarroi des jeunes, les massacres, le terrorisme, la drogue. La référence à la musique raï reste très présente à l'écoute et à la construction de la définition de l'itinéraire musical des groupes du rap. Ils disent « Nous faisons du rap raï, un peu dans la même lignée que le travail actuel de Mani. Le raï, nous l'avons intégré récemment, les deux styles s'allient. Ce qu'on veut faire, c'est de la recherche pour intégrer d'autres rythmes dans le rap. » C'est ce qui illustre l'une des premières chansons du groupe MBS d'Alger, intitulée L'Awama, mixte, réussie entre raï et rap. Pour conclure, Haj Miliani dit « Le raï a nourri et continue d'être intégré à ces musiques diverses et à des genres très dissemblables, groupes de rock, alternatifs, de musique dite de fusion et de genre depuis longtemps labellisés, flamenco, reggae, funky, rap, empuisés dans les tonalités vocales, les mélodies singulières, les rythmes stylisés, voire revisiter quelques-uns des standards confirmés de la chanson raï. Le raï a ouvert la voie à travers sa seule palette musicale pour la découverte d'une bonne partie du patrimoine musical algérien. La chanson raï permet de comprendre de manière concrète et exemplaire les mutations de la société algérienne. Je vous remercie. À remercier le membre organisateur de ces rencontres, aussi de rendre hommage à Haj Miliani, que je considère comme une sommité dans le domaine. Donc c'est une grande perte à Béhalo. Pour ce qui est de l'intitulé de la conférence, la poésie kabyle entre tradition et renouvellement, donc nous allons parler de la poésie kabyle dans sa période traditionnelle et après dans sa période dite contemporaine et au bien moderne. Donc avant de parler de ces deux périodes, nous allons d'abord parler des avis des chercheurs à propos de ces périodes, donc la plus acceptée, ou bien la plus discutable, c'est celle émise par Youssef Nabi qui dit que la poésie kabyle a connu 4 périodes. Donc la première, elle se situe entre le XVIIe siècle et le débarquement de la France. Donc entre le XVIIe siècle et jusqu'à 1871. Donc dans cette période, la thématique principale au XVIIe siècle, bien sûr, c'est la poésie guerrière. Donc c'est la thématique, c'est à propos de la guerre, ou bien du guerre entre les différentes tribus. Dans ce qui est du XVIIIe siècle, cette période est essentiellement représentée par les marabouts. Donc la thématique est beaucoup plus religieuse. La deuxième période, elle s'étend entre 1930 et 1945. Donc,
cette période va jusqu'à 1945. Elle est représentée essentiellement par des poètes comme Sina Hamd ou Cheikh Mahmoud El-Hossi. Donc pour la première période, elle est représentée essentiellement par le poète Youssouf Okassi. La troisième période, elle s'étend de 1945 jusqu'à 1962, donc jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Elle est essentiellement des sentiments patriotiques, donc la thématique est essentiellement une thématique de résistance. La dernière période, c'est-à-dire la quatrième période, elle s'étend de 1962, de l'indépendance, jusqu'à l'âge. Donc, la période, la poésie connaîtra de grands changements, tant sur le plan thématique, formel et éditorial. Donc, pour revenir à la poésie traditionnelle, historiquement, on a cité avant le débarquement de la France, et c'était la défaite de 1871. Donc, ce qui la caractérise essentiellement, c'est l'oralité. Donc, c'est une poésie qui se pratique, se conserve et se transmet oralement. C'est une poésie aussi collective et ritualisée. Donc, elle est régulier en rythme. Donc, elle accompagne soit la fête, soit le deuil. Donc, la fête, on peut citer l'horreur au travail. Et ce qui est le deuil, on peut donner comme exemple tant pour les femmes que pour les hommes de l'handicap. Mais aussi, nous allons comparer aussi les différentes activités telles que la cuisa. La cuisa, c'est le chant du travail. Donc, on peut dire qu'il y a une fonction cathartique. Comment on veut développer donc la poésie se divise, la poésie traditionnelle dans sa période traditionnelle se divise en deux sujets. Donc, il y a une poésie masculine et une poésie féminine. Donc il faut savoir déjà que la poésie, les femmes qui font de la poésie ou de la littérature de manière générale n'ont pas de dénomination dans le contexte traditionnel. Par contre, les hommes, ils ont plusieurs dénominations. Donc on peut donner comme exemple la belle, la bah, la fsir, etc. Par contre, les femmes, on ne recense aucun. Donc, on n'a pas de dénomination. Pour ce qui est du système générique, eh bien, du genre, d'abord masculin, on peut citer l'astro, texidé, appelé, isolé, etc. Pour ce qui est des femmes, on peut citer la heha, la cheveux, la zizole, etc. Donc, nous allons maintenant évoquer la poésie traditionnelle dans ce qui se rapporte à la création, la performance, la réception, la conservation et la transmission. Donc, pour ce qui est de la création, le poète traditionnel kabyle ne joue pas de liberté dans la création. Il se limite principalement à reproduire la vie du groupe plus que ses émotions et ses fantasmes. Donc, il faut savoir que dans le contexte traditionnel, l'idéologie sociale ou bien le groupe s'implique dans ce qui est de la pratique de la poésie. Le poète n'est pas libre de composer à sa guise. Pour ce qui est de la performance, donc, elle est conditionnée par un espace-temps et la présence du public institué ou bien sur place. Donc, comme il s'agit d'une poésie orale, le temps et l'espace, on sait que le public
sont réglementés et obligatoires. Donc, pour ce qui est de l'espace, le poète n'a pas le droit de se produire où il veut. Pour ce qui est du temps, c'est pareil, il ne peut pas se produire comme il veut, et la présence du public est obligatoire. Donc, on peut donner quelques exemples. Pour ce qui est de l'espace, il y a des gens qu'on ne peut pas produire dans cet espace qu'on peut nommer comme Tajmar et qu'on connaît ce nom. Donc, il y a des gens qui doivent se pratiquer au dehors du village. On peut citer la commune, qui est le poème du berger et la poésie pastorale. Donc, pour qu'il y ait une performance qu'on pratique ce poème, on doit sortir du village. Donc, soit par une rivière, dans une montagne, etc. Pour ce qui est du temps, on peut revenir à l'exemple de l'Arika. Donc, pour l'Arika masculin, par exemple, on doit le pratiquer à la nuit pour accompagner la veillée. Par contre, les femmes, elles doivent le pratiquer le matin. C'est le même principe, c'est le même genre, mais circonscrit dans le temps et l'espace. Pour ce qui est du public, donc comme je dis, puisqu'il s'agit de la poésie orale, le public doit être présent sur place. Pas comme dans le contexte d'aujourd'hui, par exemple, on est là en train de discuter, mais il y a une caméra, il y a Internet, etc. Donc, le public n'est pas obligé de se déplacer sur place. Donc, pour ce qui est de la réception, le public s'implique également quelque part même dans la création, parce que le public est exigeant et ne tolère pas certaines expressions ou bien certains mots auteurs qui peuvent le choquer et le heurter. Même la transmission de ce poème ouvert l'humanisation sur sauvegarde dépend de cette performance, dépend de ce nom. Donc, si un poème ne plaît pas au public ou heurte la sensibilité du public, il sera automatiquement censuré et oublié de l'histoire. Donc, beaucoup de poèmes ont disparu à cause de ça. Pour la conservation et la transmission, donc, elle se pratique essentiellement par mémorisation. Donc, il y a ce qu'on appelle la fonction mnémonique. C'est à travers un exercice de répétition, d'apprentissage, etc. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la technique de bouche à oreille. C'est à travers cela que se conserve et se transmet de génération en génération cette poésie. Nous allons passer maintenant à la période contemporaine, ou bien au renouvellement qui a connu la poésie kabyle. Donc il y a des facteurs socio-historiques, essentiellement bien sûr le débarquement de la France pour la colonisation. Donc la poésie a connu une mutation à partir de deux défaites de la Kabylie face à la France, 1871 et 1889. Donc c'est l'insurrection de Mokarami et Cheikh Ahmed. Donc après ces deux défaites, il y a eu du fondement des institutions telles que Tajmar. Donc nous pouvons donner comme exemple la vie de Moussa Abdi dans son ouvrage intitulé
intitulé 1871, l'acharnement colonial. Donc il évoque justement ces deux défaites et leurs conséquences. Donc Abri écrit: l'appareil 1871 a vu la colonisation française participer à la destruction du système politique et socio-économique tchadien. En s'attaquant brutalement à ces fondements, la population autochtone de Kabylie n'eut de recours que désigner un peu partout sur le territoire algérien, à l'est notamment. En poussant ces déplacements douloureux à l'étranger, particulièrement en Tunisie, au Maroc, en Syrie, au Liban, en Palestine et en Tripolitaine. Donc, la principale conséquence de ces deux défaites, c'est l'émergence de l'individualité. Donc, on a parlé du groupe et de la collectivité dans le contexte traditionnel, mais dans le contexte de la poésie moderne et contemporaine, le poète peut composer à sa guise, exprimer ses sentiments et ses fantasmes, etc. Puisque le temps apparemment arrive à son terme, je vais essayer d'aller le plus brièvement possible. Donc, autre fait majeur, il y a l'urbanisation. Donc, l'urbanisation est l'exemple, voilà, quelque part, a été certains de ces poètes à évoluer et à composer des thématiques ou à exprimer librement leurs sentiments et leurs fantasmes. Il y a aussi la scolarisation. Donc, la scolarisation l'ouverture des écoles par la France a été certains poètes ou même des enseignants, des écrivains, etc., tels que Louis de Mandelieu, tels que Pharaon, donc Abiza, d'abord postérieur, qui fondé à équilibrer et à traduire dans le domaine. Donc, beaucoup d'écrivains et de poètes ont réussi à écrire ou à traduire le recueil à cause de justement la scolarité, l'urbanisation, etc. Donc, parmi les conséquences de ces données historiques, donc il y a eu des passages de moralité pure vers une moralité mécaniquement médiatisée. Donc il y a ce qu'on appelle l'émergence de la radio. Donc la radio a aidé ces poètes à vulgariser le poème, à les diffuser, à les enregistrer. La mission de l'image de la chanson, donc les poètes ont accompagné leur poème par des musiques et les ont enregistrés dans des studios. Il y a aussi de l'émergence de l'écriture et de la production livresque. Donc, beaucoup de poètes, dès les années 1940, sont passés à l'écrit et ont produit leur recueil. En plus de l'écriture et de la radio et de l'enregistrement, il y a notamment surtout l'émergence des nouveaux médias et de l'Internet. Donc, la poésie kabyle se pratique aussi sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, etc. Même pour ce qui est de la réception et de la critique, elle se fait également
sur Internet. Sur le plan théorique-textuel, nous avons remarqué l'émergence de nouvelles thématiques telles que l'identité, l'exil, l'amour, le féminisme, la sociopolitique, etc. Sur le plan au niveau linguistique, depuis l'introduction de Tabaziot dans le système éducatif algérien et l'ouverture des différents départements de langue et culture alsacienne, les poètes ont accès d'abord au niveau lexique et dictionnaire alsacien et ont recours à l'usage de ce qu'on appelle la néologie. Donc, beaucoup de poètes intègrent dans leurs textes des néologismes. Sur le plan formel, les poètes composent ou écrivent des poèmes de longueur et de forme variée. Par contre, dans le contexte traditionnel, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle le livre. Donc, les poètes composent les poèmes traditionnels suivent beaucoup plus cette forme. Donc, c'est beaucoup plus le livre. Par contre, dans le contexte contemporain, le poète compose même de la poésie libre et de la poésie en prose. Voilà pour ce qui est de la conférence. Je vous remercie encore Madame Bonjour pour m'avoir sollicité. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais vous livrer quelques aspects des pratiques politiques dans le Melhoun, des aspects socio-anthropologiques. Ce sont quelques éléments auxquels je suis parvenu lorsque je faisais ma thèse sur l'identité, la poésie populaire du Maghreb et l'identité. Donc, j'ai nommé ma communication les différentes fonctions de la poésie populaire. Donc, on parle là du Melhoun, plus précisément dans un segment historique qui va jusqu'à la période coloniale. Est-ce que ces résultats sont valables après la période coloniale? Ça, c'est un autre sujet qui mérite une autre recherche. Et donc, je m'appuie essentiellement sur un travail qu'a fait un professeur d'arabe qui s'appelle Joseph Desparmé, professeur d'arabe qui a travaillé à Tlemcen, puis Bédéa, puis qui s'est installé à Blida. Et c'est à Blida qu'il a commencé véritablement à faire son travail d'ethnographie. Et entre autres aspects de la société algérienne musulmane qu'il étudiait, c'était la poésie Melhoun. Il appartient à l'école coloniale, donc vous verrez aussi dans les citations un arrière-fond colonialiste, mais c'est un très bon observateur. C'est à ce titre qu'on le sollicite. Berck le disait d'ailleurs, Jacques Berck, quand il parlait d'Esparmé, disait qu'il a quelques erreurs dans les interprétations, mais qu'il avait une justesse de l'observation. Fanny Colonna a écrit sur lui, a valorisé son travail, tout en mettant l'accent sur aussi son inscription quand même dans la culture coloniale de l'époque. Alors c'est quelqu'un qui avait une théorie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait d'étudier les réactions de la société musulmane, c'est comme ça qu'on appelait la société algérienne, les réactions de la société musulmane au traumatisme de la colonisation et de la conquête. Comment elle réagissait? Et surtout comment elle réagissait symboliquement, à travers les œuvres symboliques, c'est-à-dire la littérature, etc. Et comment et donc il avait une théorie aussi qui disait que l'identité musulmane, elle est protégée par 3 enceintes. C'est la théorie des 3 enceintes. La première enceinte protège le substrat berbère. La deuxième enceinte, c'est l'arabe populaire. Et la troisième enceinte, et la dernière, c'est l'arabe classique.
quand une enceinte tombe, elle est détruite par le colonialisme, par autre chose, on accède à l'enceinte suivante qui, elle, prend le relais dans la défense de l'identité. Et donc à chaque fois, donc à ce moment historique précis de la conquête coloniale, il y a la conquête, la violence de la conquête coloniale, la déstructuration. La culture arabo-musulmane a été la cible de cette destruction. Et donc, ce qui a pris le relais, d'après lui, c'est la culture populaire qui a pris le relais dans la défense de l'identité musulmane. Et donc, corrélativement aussi, il a commencé à étudier comment cette culture arabo-musulmane, à travers les ulémas, était en train de se relever, à travers, évidemment, l'apparition des ulémas de Ibn Badis, etc. À partir du moment où cette culture musulmane reprend sa véritable place dans la société, à ce moment-là, la culture populaire se retire et elle n'est plus engagée dans le combat pour la défense, elle n'est plus dans le combat frontal pour la défense de l'identité de la société musulmane. Donc, pour vous présenter un peu de Joseph Desparmé, sur lequel je vais m'appesantir beaucoup. Donc, excusez-moi, j'ai tendance à lire, mais c'est rédigé, donc je vous demande de m'excuser pour la lecture de ce que je vais dire. Donc, nous avons sans l'idée que la poésie remplit au sein de la société un certain nombre de fonctions, et ce, contrairement aux partisans de l'esthétique pure, qui considèrent que l'œuvre d'art a pour fonction de n'avoir pas de fonction. Tel par exemple le poète Charles Baudelaire qui écrit « La poésie n'a d'autre but qu'elle-même, et aucun poème ne sera si grand, si noble, si véritablement digne du nom de poème, que celui qui aura été écrit pour le plaisir d'écrire un poème. » Dans le Melhoun, il y a une belle formule qui à peu près dit la même chose. Faraj et Melhoun fi klamu. Donc le plaisir du Melhoun, c'est dans le texte. Il faut le chercher dans le texte, pas ailleurs. Faraj et Melhoun fi klamu. Partisans de l'art pour l'art, dont la vision essentialiste insiste sur l'expérience subjective de l'auteur, en passant sous silence, comme le dit Bourdieu, la question des conditions historiques et sociales de possibilité de cette expérience, Desparmé, qui était l'un des meilleurs connaisseurs de la poésie populaire maghrébine, insiste sur le dépassement de la vision esthétique pour accéder au sens profond de la fonction sociale de cette poésie. Et je pense que peu ou prou, c'est ce qu'il va dire peut être aussi appliqué à la poésie d'expression amazigh. Je pense qu'on peut appliquer certaines de ces idées, de ces observations à la poésie amazigh aussi, dans le même contexte. Alors, je cite Desparmé. Et là, on va voir tout le programme, en fait, de ma communication. En réalité, ces jeux de la muse indigène, donc là, vous voyez le style colonial de l'époque. Il ne faut pas vous offusquer. Il parle comme on parlait à l'époque. En réalité, ces jeux de la muse indigène ont un but pratique, comme toutes les occupations de l'esprit populaire, où nous cherchons bien à tort de fantaisie esthétique. Il ne faut pas chercher à la fantaisie esthétique, il faut aller plus profond. Ils répondent à des besoins politiques de la société maghrébine. Nous verrons au cours de ce livre, là il parle de ce qu'il était en train d'écrire, des poèmes épiques, ce qu'on appelle chez nous le Ghazouat, traitant de l'histoire moderne, composés dans l'intention évidente de consoler des rancœurs de la défaite. Les Ghazouat célébraient les exploits des grands ancêtres pour contrebalancer le prestige militaire des Français. Les élégies sur le glorieux passé de l'islam visaient à faire pâlir l'éclat actuel de la culture européenne. Les poésies didactiques rappelaient aux ignorants et aussi aux élèves musulmans de nos écoles les dogmes de leur religion. Les satires flagellaient l'administration des Français, même quand elles prétendent ne frapper que leur sujet. Et même la poésie religieuse et mystique aurait un contenu politique. Les panégyriques des saints locaux, il y a une énorme production de panégyriques sur les saints.
C'est extraordinaire. J'en ai découvert des centaines. Tous les saints du pays ont eu leur panégyrique. D'Alger, c'était un collectionneur de textes, c'était un chanteur ancien, Mohamed Al-Rachid, qui était compagnon de Al-Hajj Aqab. Il appelait ce genre, il voulait, c'est maraboutisme, c'est ce genre musical, sur les poètes, sur les saints locaux. Les panégyriques des saints locaux, si on y regarde bien, louange la petite patrie et les psaumes en l'honneur d'Allah ne sont pas autre chose que des hymnes que l'islam se chante à lui-même et avec lesquels il se grise de sa supériorité, de son universalité, de son éternité. Ainsi, la fonction de la poésie maghrébine répond, selon Desparmet, qui écrit dans la période de la domination coloniale, à un besoin politique de la société maghrébine, fonction globale de sauvegarde identitaire, qu'il décline en plusieurs fonctions particulières, fonctions multiples, que nous allons étudier une à une la suite en communication. Mais il ajoute plus loin, tout à fait dans le sens de la thèse que nous défendons ici. Ces genres poétiques que les indigènes d'ailleurs ne différencient guère ne sont en réalité que les diverses formes d'une apologétique musulmane populaire. Le nom général, en effet, qui lui donne en témoigne. Clem el-Jed, parole de l'effort, de la lutte autrement dit. Poésie agonistique ou militante. Cette polémique en vers a rendu de grands services aux Maghrébins en ranimant leur espérance, soutenant leurs aspirations, entretenant leur personnalité ethnique dans les premières années de désarroi qui suivirent la conquête, et jusqu'à la Grande Guerre environ, époque à laquelle la presse savante s'est trouvée organisée sur le modèle de la presse européenne et où elle est venue à la rescousse de la vieille poésie ancestrale pour mener le bon combat. Donc vous voyez comment la prise de relais de la culture savante et le retrait petit à petit du combat, du terrain de combat de la poésie populaire. Avec l'apparition des partis modernes, l'apparition de la presse, etc. Et ce qu'il appelle apologétique musulmane populaire, dans son langage à lui, nous l'appelons quant à nous discours poétique, dans le sens où ce discours est un segment du discours social tel que le sociologue Marc Angenot le définit, et nous défendons l'idée de ce discours, produit par les poètes populaires, concourt à la défense de l'identité nationale, appelée ici personnalité ethnique. Alors, évidemment, on va commencer par la fonction poétique. Si vous voulez que je poursuive, vous le dites aussi. Hein. Je vous prends un témoin. Alors, là, Pierre Bourdieu définit la compétence du poète d'une façon générale comme la capacité d'engendrement infini de discours poétiquement conformes. Mais les moyens utilisés par le poète pour poétiser son discours ne sont pas ceux du langage ordinaire, duquel il s'écarte par ce qui constitue le propre de son discours, à savoir un écart langagier, qui est justement ce qui définit le registre poétique. La poésie se définit, selon Jacques Pelletier, comme langage spécialisé, travail d'exploration et de recherche à partir des mots communs de la tribu, détournés de leur usage courant, destiné généralement à un public restreint et privilégié de connaisseurs. Le texte poétique apparaît affecté le plus souvent d'une aura singulière. Le langage spécialisé, ce sont en d'autres termes les emplois lexicaux spécifiques de la langue poétique. Cette langue poétique fait partie intégrante de la langue dialectale maghrébine, mais elle se particularise par un vocabulaire plus recherché et plus rare d'emploi. Donc je passe sur les exemples. Outre la langue spéciale des poètes, ceux-ci emploient bien évidemment toutes les ressources de la rhétorique, comparaison, métaphore, etc., qui fondent le beau langage et esthétique une parole qui autrement ne se distinguerait pas du registre vernaculaire journalier simple, qui est quasiment le degré zéro d'élaboration formelle. Le langage poétique, quant à lui, se situe à un degré supérieur de l'élaboration formelle, c'est-à-dire celui de la forme versifiée et rimée. Il est parfois un art de la persuasion redoutable, qui confère au poète une puissance verbale reconnue dans ce que l'on appelle l'échange linguistique.
On raconte à ce sujet l'anecdote savoureuse mettant en scène un poète populaire algérien connu. L'auteur ayant acheté un cheval des plus mauvais, l'amena au marché pour s'en défaire. Un certain Ben Zouhara se présenta et le marchanda. Le poète lui récita la pièce précédente. Donc il y a une pièce qui est, bon je ne vous la cite pas, Ben Zouhara n'ayant sans doute pas compris, acheta le cheval. Où il décrivait le cheval. Le gars n'a pas compris ce que le poète disait. Quand il s'aperçut après coup du mauvais marché qu'il avait conclu, il voulut le résilier. Sidi Youssouf refusa, prétextant qu'il avait prévenu pendant qu'il marchandait. Ben Zouhara ayant été se plaindre à l'arabe, se couvra de ridicule. À cause de son peu d'intelligence, et bien entendu fut obligé de garder la bête. Il était incapable de comprendre le rêve du poète qui était en train de satiriser le cheval, de le décrire sur son mauvais jour. Alors, la fonction poétique est aussi capacité de verbalisation collective de l'affect social. Elle traduit dans la langue maternelle, langue de la première socialisation et langue de l'affect, le ressenti et le pensée de la communauté dans laquelle le poète exerce son art. En somme, il s'agit de dire en langage clair ce qui est confusément ressenti par la majorité, de donner forme à l'inexprimable et de figer dans une parole prestigieuse ce qui mérite d'être transmis. Cette relation fondamentale à la langue maternelle et sa production langagère la plus élaborée, la poésie populaire au Melhoun est au cœur de la définition de l'identité maghrébine. Alors, d'après Bruno, qui est un dialectologue extrêmement connu, c'est ce qui fait dire à certains Marocains éclairés, dit-il, Bruno, que la vraie langue de leur pays n'est ni l'arabe classique, qui fait figure d'étranger. Bon, vous voyez un peu là, il y a quand même des relents de... Il faut faire attention. Ni l'arabe dialectal, qui est trop vulgaire, mais le melhoun, dans lequel se traduisent les sentiments poétiques. C'est-à-dire que là, une sorte de langue médiane. Il n'est pas l'arabe vulgaire, vernaculaire, ni l'arabe classique, qui est incompréhensible. Quand on parle de l'arabe classique, ce n'est pas l'arabe moderne, ce n'est pas la langue de bois qu'on entend à la télévision. C'est le véritable arabe classique, les grands poètes, etc. Donc, vous voyez un peu pourquoi on dit la grande masse ne comprend pas, évidemment. Il faut un dictionnaire. Il a laissé l'arabe, la vraie langue arabe. Pas celle qu'on entend à la radio, à la télévision, et chez les politiques ou chez les... Bon, si vous voulez, je continue. Un ou deux chapitres, sinon j'arrête. Charles, je continue? Alors, je termine par la fonction mémorielle, ou testamentaire, si vous voulez. On a coutume de dire que la poésie est le diwan des Arabes, c'est connu. Cher diwan arabe. C'est-à-dire qu'elle contient les annales et les chroniques de cette nation. Nous pouvons dire exactement la même chose en ce qui concerne la poésie populaire du Maghreb, depuis son apparition, il y a près de 5 siècles, jusqu'à nos jours. Là, je dirais la poésie populaire Melhoun, dans sa forme Melhoun, depuis 5 siècles. Avant, il y avait une poésie. Évidemment, on n'a jamais cessé de faire de la poésie dans ce pays. Hein. Elle n'est pas apparue avec le Melhoun de la poésie. Elle a toujours existé. Mais la forme que nous connaissons actuellement, on peut la débuter pratiquement à partir du XVIe siècle. Il y a eu d'autres formes, suivant l'évolution du langage des Maghrébins. Car comme le souligne Auguste Cour, alors Auguste Cour, c'était un professeur d'arabe à Tlemcen. Hein. Alors, il a un lien avec le Melhoun, un lien très fort. Mohamed Qadi a été son élève à Tlemcen. Et Mohamed Qadi est celui qui a publié le Kanz al-Maknoun chez al-Melhoun. Donc, il faut reconnaître
cours à publier sur la poésie politique à l'époque de l'émir Abdelkader. Et donc ce sont des gens qui ont poussé quand même les élèves de Tahom à s'intéresser à leur patrimoine, à le travailler, etc. Ce qui nous a valu le livre culte qui est Kanz al-Maknoun, qui a recueilli à son époque des textes qui sont sans cette publication qui date de 1927, n'est-ce pas, on ne retrouve plus ces textes dans... moi, quand je dépouille les différents cahiers manuscrits que j'ai, je ne retrouve pas ces textes. Mohamed Qadi. La majorité des textes, on ne les retrouve plus. Donc il a fait vraiment un travail de sauvetage de textes extrêmement importants de l'époque de l'émir. On n'en parle pas d'ailleurs. Fondation de l'émir Abdelkader, ils ont parlé de Taha ibn Hawa, des poésies de Taha ibn Hawa sur l'émir Abdelkader. Pas du tout. Comme si ça n'existait pas. Alors qu'il y a des excellents poèmes sur l'émir Abdelkader de l'époque qui ont été écrits par le poète attitré Taha ibn Hawa. Alors, comme le souligne Auguste Court qui lit la poésie populaire du Maghreb à ses origines culturelles arabes, alors, je ne rentre pas dans les débats les Phéniciens ou avec Swalaha, et l'imam n'est pas là. Bon, pour nous, la culture arabe, elle est une et indivisible. La culture populaire et la culture savante sont les deux faces d'une même monnaie. Il n'y a aucune frontière. C'est il y a un lien entre c'est la culture arabe en général et la langue arabe, le melhoun, etc. Il est dans la culture arabo-musulmane, il n'est pas à l'extérieur. Et il ne doit rien pratiquement ni à la Féliqiyye ou la Mancha'af, ni pas beaucoup, ni non plus au substrat berbère. Hein. Il y a très très peu de choses. C'est quelque chose qui est fondamentalement qui existe par elle-même. نكمل هذه كيف على المزرية dans le pays on est comme ça c'est l'héritage du Hajj Miliani. Moi je n'en parle pas parce que l'héritage je le porte en moi-même. C'est notre manière de faire. Elle est comme ça. On met le sérieux au moins sérieux, etc., l'amical. C'est comme ça qu'on arrive à passer nos messages à ce que les gens soient sincères. Alors, on est à la recherche d'une sincérité d'expression. Alors je cite, dans les pays aux populations frustes et primitives, donc vous voyez toujours le langage colonial, hein, donc passons, où les illettrés sont nombreux, bon, c'est la poésie plus facile à garder dans la mémoire à cause du rythme des vers. Ça, c'est l'aspect mnémotechnique de la poésie, qui a servi à conserver les traditions, les faits qui ont frappé l'imagination des foules ou qui ont touché vivement à leurs intérêts. Chez ces populations, le poète représente l'élément intellectuel. Le poète représente l'élément intellectuel. Dans l'Antiquité arabe, on le considérait comme le porte-parole de son groupe. Je suis, disait le poète Farazdak, le gardien vigilant des gens de mon clan. Pour défendre leur honneur, il y a moi ou ceux qui me ressemblent. Une fonction essentielle de cette poésie est donc la mise en mémoire de la profondeur historique des Maghrébins. Depuis que cette poésie existe, les faits marquants de l'histoire ont été enregistrés. Comme par exemple, s'agissant des deux poèmes les plus anciens du Melhoun, ça les gens qui connaissent les Melhoun connaissent du XVIe siècle, concernant l'un la bataille de Tedla au Maroc. Alors les Marocains ils ont le même commencement que nous, c'est XVIe siècle. Et le même texte de bataille pratiquement, qui est la bataille de Nazareth, la bataille de Tedla. Donc ils démarrent à peu près à la même époque que nous, leur tradition du Melhoun.
حديثك لا يمل. خلينا بعد الفرصة القاعة أكيد تتابع القاعة. أنا دائما أستمتع بالسماع